Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sébastien. Je t'ai vu avec ta tasse, prête à boire. Merci de nous retrouver, on est en direct. Merci de nous retrouver pour ce webinaire. On est très heureux de vous retrouver et on va vous accueillir. Moi, je suis entre Bordeaux et Angoulême. Toi, Emmanuel, tu es du côté de Strasbourg. On va faire un webinaire où on va vous apporter plein de choses intéressantes ce soir et ça sera plutôt très interactif. Emmanuel, on va même commencer tout de suite en attendant que tous les amis se connectent tranquillement. Oui, on vous propose en attendant là de laisser les 2 petites minutes de politesse, d'interagir avec nous tout de suite si ça vous dit, en répondant à la question qui va s'afficher là sur l'écran. La question c'est quand une discussion devient tendue, quelle est votre tendance spontanée, la réaction spontanée que vous pouvez avoir quand vous êtes aux prises d'une situation un peu tendue? Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous taire, à vous refermer sur vous-même, ou bien à essayer de vous expliquer, de monter vite en tension, d'être agressif, ou alors vous préférez éviter ou partir, ou alors vous faites comme si tout allait bien, ou bien autre chose. Et si vous avez envie de participer et de répondre dans le chat en mettant le numéro, euh, faites-le. Ça permettra de pouvoir interagir ensuite. Et sinon, posez-vous juste la question déjà pour vous-même. Merci. Oui, l'idée ce soir, c'est de faire beaucoup d'interactions et voilà, on attend que tout le monde se connecte. Alors tout le monde, qu'il y ait des gens qui se connectent tranquillement. N'hésitez pas à nous poser vos questions également pendant le webinaire. On y répondra peut-être pendant le webinaire ou peut-être on gardera les questions pour la fin. Mais si vous avez l'élan de répondre à cette question, n'hésitez pas ou gardez-le pour vous, effectivement. On attend encore quelques instants et puis on va démarrer ce webinaire. Emmanuel, on est impatient, ça fait plusieurs jours qu'on le prépare et on a plein de choses à vous raconter. Je t'invite à commencer dès maintenant et puis les gens vont nous rejoindre et puis certainement peut-être répondre à cette question plus tard. Emmanuel, on va parler de communication consciente et bienveillante ce soir. Exactement. Imaginez un moment où on ne communique plus pour avoir raison, mais pour comprendre ce qui se passe en nous et chez l'autre. Dans ce webinaire, on va justement vous montrer ce changement de paradigme. On passe d'une réaction automatique qu'on peut avoir, on réagit face à ce que nous dit quelqu'un, avec une connexion authentique. On va explorer comment exprimer ce qui compte vraiment pour nous et entendre l'autre sans jugement. Le but, c'est de transformer les tensions en opportunités de grandir ensemble. C'est apprendre à être authentique, à nourrir des relations riches et se relier à soi-même avec bienveillance. On va parler de tout ça ce soir. Avant de commencer, j'ai envie de vous présenter Emmanuel, et qui est là à côté de moi. Emmanuel, toi tu es ancienne professeure des écoles. Il y a quelques années, ta rencontre avec la communication non violente était un tournant décisif dans ta vie, à la fois précieux et bousculant. C'est souvent le cas, hein, c'est ce qui arrive aux gens qui se forment. Tu t'es d'abord formé pour toi-même, pour tes propres relations, puis tu as accompagné ta formatrice à plusieurs reprises dans des stages. Aujourd'hui, tu transmets à ton tour la communication consciente et bienveillante. En parallèle, tu es médiatrice, tu accompagnes des personnes lorsqu'il y a des tensions ou des conflits, en te plaçant comme tierce personne pour aider à recréer du dialogue. Tu accompagnes également des enfants, des adolescents en psychopédagogie autour des difficultés d'apprentissage, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la gestion des émotions et des relations aux autres ou dans la famille. Merci. Eh ben, je vais faire pareil. Je vais tenter de te présenter, Sébastien. Toi, tu accompagnes les personnes et les collectifs autour des questions de communication, de relations, de tension et de transformation des conflits. Tu es aussi formé à la communication non violente depuis plusieurs années, à la médiation et également à des approches humanistes comme l'IFS qui permettent d'aller écouter plus finement ce qui se passe en nous dans les moments de tension. Et ce qui t'intéresse particulièrement, c'est de rendre ces différents outils concrets, accessibles et directement utilisables dans la vie quotidienne, dans le couple, en famille, au travail ou dans les équipes ou les collectivités. Mmh. Est-ce que c'est tout bon?
Oui, c'est tout bon. Et puis pour compléter, et puis après on arrête de parler de nous, récemment on a eu la joie d'animer ensemble 3 week-ends de formation. Cette expérience, ça nous a donné un vrai élan de continuer à transmettre la communication consciente et bienveillante de manière accessible et au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ce webinaire pour présenter ce que l'on fait et pour transmettre. C'est vraiment notre envie. On débute vraiment ce webinaire maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ben, ce soir, on a envie de vous apporter des choses, mais on a également envie de vous faire vivre des choses. Et on espère que ça vous donnera des clés pour comprendre ce qui se joue quand une discussion devient tendue, par exemple. L'idée, c'est de vous faire expérimenter quelques repères simples pour ralentir, pour écouter autrement et remettre du lien. C'est là tout l'enjeu de la communication consciente et bienveillante. Alors vous avez pu entendre parler de communication non violente, il y a d'autres termes, communication pacifiante, responsable, communication empathique, communication du cœur. Alors le terme communication, il est parfois un petit peu réducteur, c'est une traduction de l'anglais non-violent communication, mais on aime bien utiliser aussi langage du cœur, dialogue authentique ou art du dialogue authentique. C'est vraiment une discussion de cœur à cœur, un contact, un lien avec l'autre de cœur à cœur. On va avoir l'occasion de le développer ce soir. Alors plutôt que d'être comme, de vous transmettre quelque chose comme une conférence, on a vraiment envie de vous solliciter régulièrement et vous pourrez du coup participer. Alors soit juste intérieurement, de vous à vous, soit si vous en avez l'élan, dans le chat, dans les commentaires en fait, de répondre de temps en temps aux questions qu'on va vous poser et d'observer en fait ce que ça vous fait en fonction de ce qu'on va vous demander. Et l'idée c'est pas de bien faire, il y aura jamais de bonne ou de mauvaise réponse, c'est simplement d'explorer ensemble. Et merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonjour à ceux qui nous font des petits coucous et des bonsoirs dans le chat. Vous pouvez poser vos questions. On en a parlé tout à l'heure en ouverture. Et puis, il y a de l'interaction. On vient d'en parler avec Emmanuel. On va directement commencer. Allez, par de l'interaction. On va vous inviter à vous connecter à vous-même. C'est souvent quelque chose par lequel on commence en formation. Et avant de passer à la relation avec la personne qui est en face de nous, c'est important de se relier à soi-même, ce qui se joue en nous, ce qui est là pour nous, ce qui est présent. C'est le principe de base. Emmanuel, quel est ce petit exercice par lequel on va commencer ? Alors ce petit exercice, il porte plusieurs noms. Souvent, on le nomme la météo intérieure. Là, ce serait un peu la météo du soir. J'ai envie de vous poser la question, avec quoi vous arrivez ce soir, là, tout de suite, maintenant ? C'est-à-dire comment vous vous sentez là, tout de suite, maintenant ? Et pour faire ça, on vous propose 3 colonnes là qui s'affichent et de faire déjà rapidement un petit scan corporel. De vous demander comment vous êtes là dans vos ressentis corporels. Est-ce que vous ressentez peut-être des tensions, de la fatigue, une agitation? Est-ce que vous avez froid ou chaud? Est-ce que vous êtes calme? Est-ce qu'il y a de l'énergie dans votre corps? Voilà, ça c'est la première chose. Vous pouvez prendre quelques secondes juste pour fermer les yeux et pour vous demander comment c'est là dans votre corps. Juste observer, sans chercher à changer quoi que ce soit. Ensuite, on peut passer là plus, on va dire, sur le cœur, sur les émotions. Quelle serait là votre émotion ou vos émotions prédominantes ? Est-ce qu'il y a une certaine joie qui vous habite ou au contraire de l'inquiétude ou de la curiosité ou une certaine nervosité, de l'enthousiasme, de la fatigue, de l'impatience ? Alors là, on vous a mis quelques extraits. Il peut y avoir bien d'autres émotions qui peuvent émerger. C'est juste un support pour vous aider. Et une fois que vous avez identifié donc les ressentis corporels, les ressentis émotionnels, là, la question ce serait pour vous sentir bien là pendant le temps que l'on va passer ensemble, ou alors plus largement dans votre vie en ce moment, quel serait le besoin le plus présent ? Est-ce que là, tout de suite, vous auriez un besoin de sécurité, de clarté, de repos, de soutien, de compréhension, de liberté, de lien, de partage ou toute autre chose ?
Alors quand vous avez fait ces 3 petites choses-là, vous pouvez soit les garder pour vous, soit, sentez-vous libre de partager ça dans le chat. Ça permet, de faire groupe, de voir un peu ce qui est vivant là pour vous ce soir. Moi, je me sens un peu fatigué, Emmanuel, mais plein de joie et envie de soutien avec toi pour ce soir et envie de partage avec tous les gens qui sont là pour te dire comment c'est pour moi. Merci. Et alors OK, je vais faire la même chose. Je me sens un peu, je sens des petites tensions, j'ai un peu mal au dos. Et je suis très joyeuse, pleine de joie et une petite nervosité parce que c'est quand même notre premier webinaire. Mmh. Et là, mon besoin, ce serait d'efficacité. Ouais. Merci Voilà. Emmanuel, merci si vous avez envie de le partager ou juste de vivre l'expérience pour vous, ça marche aussi. Emmanuel, ça peut paraître inhabituel de commencer un webinaire par parler de soi. Pourtant, dans la communication consciente et bienveillante, se relier à ses propres ressentis, à ses émotions, c'est une vraie porte d'entrée essentielle pour accéder à quelque chose qui est plus profond, qui sont ses propres besoins. Mm. Exactement. Avant de chercher à apaiser ou à pacifier nos relations avec les autres, il est vraiment nécessaire, indispensable de venir regarder plus clairement ce qui se passe en nous. Quand quelqu'un me parle, me critique, me répond sèchement ou me répond pas du tout éventuellement, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Est-ce que j'ai des émotions qui émergent et ces émotions, elles sont très précieuses parce que ce sont des messagères. Les émotions nous indiquent que quelque chose d'important est en train de se vivre en nous. On pourrait comparer ça au voyant lumineux d'une voiture. Lorsqu'un voyant s'allume, le voyant qui s'allume, c'est pas le problème, c'est juste une information. Le voyant, c'est le truc qui dit attention, il y a une information, il se passe quelque chose. Mais l'émotion, c'est pareil, c'est pas un problème, c'est juste une information. Le voyant, comme l'émotion, nous signale qu'un réservoir a besoin d'attention. Alors, si j'ai le voyant lumineux de ma voiture qui clignote, je peux faire semblant de ne pas le voir et au risque de risquer la panne sèche ou la panne d'huile ou je ne sais quoi. Et ben avec les émotions, c'est pareil. Je peux choisir d'ignorer le signal que me donne l'émotion, mais avec le risque qu'à un moment, ça déborde, ça explose ou que ça nous épuise intérieurement. En fait, l'enjeu, c'est pas d'écraser l'émotion ou de mettre un couvercle dessus, ou de faire comme si elle n'existait pas. Vous savez, comme si on mettait un couvercle sur une cocotte minute et avec un risque d'exploser vers l'extérieur ou d'imploser vers l'intérieur, mais plutôt d'apprendre à écouter ce que l'émotion, elle cherche à nous dire. Alors on peut s'entraîner à repérer les émotions hein, si tout le monde n'a pas forcément accès à ces émotions. Moi j'ai la croyance que pour les garçons c'est plus difficile encore parce qu'on nous a dit depuis tout petit réfrène tes émotions, il faut pas pleurer, il faut être fort, etc. Donc il y a cette croyance là que j'entretiens pour moi-même. Donc ça demande un peu de s'entraîner, un peu d'exercice. Par exemple, on peut prendre une situation concrète et tu vas pouvoir nous le décrypter ça, Emmanuel. Imagine que je te dise la phrase suivante. Imagine après une formation qu'on a animée ensemble, je te dis, Emmanuel, j'ai dû ranger la salle tout seul alors que tu papotais tranquillement avec les derniers stagiaires. Comment tu vois ce qui se passe en toi? Ok, alors quand j'entends cette phrase, là, si je peux, je me prends un petit temps déjà pour ralentir et j'essaie de voir ce que ça me fait d'entendre ça. Déjà, je me dis, ok, la situation objective, qu'est-ce que c'est? Je pourrais me dire, mais là c'est pas objectif, je pourrais me dire Sébastien m'a reproché des trucs ou il est venu, il a râlé. En fait, c'est pas ça, c'est pas objectif. Objectivement, ce qui s'est passé, c'est que Sébastien m'a dit j'ai dû ranger la salle tout seul, alors que toi, tu papotais tranquillement avec les derniers stagiaires. Et qu'est-ce que ça me fait à ce moment-là? Je sens un truc dans mon corps. Hein, d'où l'intérêt là de se connecter à son corps, à lâcher un peu le mental. Et je sens dans mon corps comme une fermeture, quoi. Je sens, je dis waouh, ça me surprend. Et il y a un truc qui fait voilà, fermeture. Et en termes d'émotions ou de sentiments, je dirais que bah ouais, je suis surprise déjà et agacée.
Ouais, je suis agacée de cette façon de faire. Voilà, c'est les deux choses qui sont là. Et donc ça, c'était une expérience qui nous concerne avec Sébastien, mais là, on aimerait vous faire réfléchir, vous aussi, à une situation qui vous concernerait. Donc l'idée, c'est que vous trouviez là, dans peut-être les derniers jours, les dernières semaines, une petite situation ou une petite phrase qui vous a été dite, ou alors une situation dans laquelle vous avez été inconfortable. Alors ne choisissez pas la problématique de votre vie, hein. Prenez une phrase qui vous a heurté ou une remarque d'un collègue, d'une conjointe, d'un conjoint, d'un enfant, voilà, quelque chose qui vous a heurté et qui vous a agacé. Et on va essayer de voir comment on peut mettre des mots, là-dessus et euh, prendre la mesure de ce que vous avez ressenti. Et alors pour faire ça, on peut éventuellement s'aider là d'un outil qu'on a appelé le baromètre de la colère. Parce que quand je suis agacée, c'est l'énergie de la colère. Donc là, vous voyez le baromètre. Est-ce que par exemple, est-ce que quand Sébastien m'a dit la phrase, est-ce que je suis restée calme et il n'y a eu aucun problème, ou est-ce que j'ai été plutôt agacée ou alors plus fort énervée ou en colère ou vraiment hors de moi. Là, j'arrive plus du tout à me contrôler et ça déborde. Voilà, donc prenez le temps de réfléchir à une petite situation. Je crois que je vais me taire pendant quelques secondes pour que vous réfléchissiez à une situation qui vous a activé, qui a provoqué de l'agacement. Vous pouvez même la noter, la phrase, ou la partager encore aussi si vous voulez dans le chat. Oui, en tout cas, l'invitation, c'est d'essayer de voir ce qui est là en vous, ce qui se joue, voir quelle est l'émotion, sans, comme Emmanuel l'expliquait, sans jugement sur ce qu'on vous a dit, mais juste oubliez la phrase, elle vous arrive, elle vous impacte, et boum, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Comment je me sens? Quel est le niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou les mots que l'on peut mettre dessus: calme, agacé, énervé, en colère, hors de moi. Hors de moi, c'est vraiment grosse colère. Ça peut arriver aussi. Donc ça, vous pouvez l'expérimenter pour voir ce qui est là au fond de vous quand on vous dit quelque chose, quand on vous a dit cette phrase auquel vous avez pu réfléchir. Ça, c'est au niveau émotionnel, Emmanuel, c'est des émotions. C'est vraiment quelque chose, alors la plupart des gens y ont accès, hein, mais c'est souvent on ne s'y arrête pas, on ne prend pas le temps de regarder ce qui est là. Ça nous indique quelque chose d'important, ça nous indique ce qui est vivant en nous à ce moment-là, hein. C'est vraiment ça l'idée. C'est pour ça que c'est important de prendre ce petit temps. Mais derrière chaque émotion, et on en parlait juste avant, il y a ce qu'on appelle un besoin. Un besoin, c'est un élan de vie, une valeur, quelque chose qui a besoin d'être entendu ou quelque chose qui a besoin d'être respecté. Ça, c'est quelque chose qui peut être nouveau pour vous qui nous regardez. Peut-être vous n'avez jamais pensé au fait que derrière l'émotion, il y a un besoin. Qu'est-ce que c'est le besoin, Emmanuel ? Eh ben, le besoin, comme tu l'as dit, hein, c'est la valeur, l'élan de vie, c'est ce qui est important pour nous. Et donc l'idée, c'est pas seulement de s'arrêter à l'émotion. Qu'est-ce que ça m'a fait, hein, parce que souvent, quand on est face à quelqu'un, par exemple, comme la situation où Sébastien me dit cette phrase, je peux me sentir agacée et tout de suite avoir une réaction qui va être soit d'être agressive, soit de fuir, ou alors je peux essayer d'aller effectivement me relier à mon besoin, c'est-à-dire à qu'est-ce qui aurait été important pour moi là et que je ne vis pas ou que je n'ai pas vécu. L'idée, c'est donc pas seulement de dire je suis énervé ou je suis inquiet ou je suis frustré, mais en fait de pouvoir se demander qu'est-ce qui était important pour moi à ce moment-là. Parce que très souvent derrière nos réactions, en fait, il y a un besoin qui cherche simplement à être reconnu. Par exemple, si je suis agacée parce que mes enfants font trop de bruit après ma journée de travail, sans doute que j'ai un besoin de calme ou un besoin de repos. Si je suis inquiète parce que j'ai un collègue qui n'a pas avancé suffisamment sur un projet qu'on avait en commun, peut-être que j'ai besoin de fiabilité, de coopération, ou d'être rassurée que je vais pouvoir respecter mes engagements. Souvent, le simple fait de retrouver ce qui est important pour nous, ça change déjà notre manière de vivre la situation. Et comme ça va changer la manière de vivre notre situation, ça va aussi changer ensuite la manière de communiquer avec l'autre.
Merci Emmanuel et merci aux personnes qui nous disent par chat ce qui est là pour elles au niveau des émotions et au niveau des besoins. Ces besoins, cet élan de vie que l'on a au fond après les émotions, en fait c'est ce qui relie tous les êtres humains. On a tous les mêmes besoins, c'est ce qu'on voit dans les formations en communication consciente et bienveillante. On peut se différencier sur les stratégies. Je vais pas avoir les mêmes besoins au même moment que la personne qui est en face de moi. Mais les besoins, ils sont universels et tous les individus ont les mêmes besoins. Et quand on arrive à être au niveau de ces besoins et à exprimer les besoins qui sont là présents en nous et à écouter les besoins qui sont là présents chez l'autre, eh ben la violence, elle disparaît et on arrive à quelque chose de plus apaisé. C'est ça qu'on veut vous montrer ce soir. D'ailleurs, ces élans, on parle de ces besoins, il existe des listes. Hein, on va rien inventer, on va commencer dans toutes les formations à avoir des listes et à regarder ce que ça fait. Voilà, ça c'est une liste version raccourcie qu'on vous a fait pour vous ce soir. Ça ressemble à ça, une liste de besoins. Il y en a quelques-uns, il peut y en avoir des dizaines. Vous pouvez en penser à d'autres besoins. Emmanuel, est-ce qu'on peut s'en servir pour les exemples enfin l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure? Oui, bah si je reprends donc cette phrase que je vais redire, à la fin d'une journée de formation où tu me dis j'ai dû ranger la salle tout seul alors que tu papotais tranquillement avec les derniers stagiaires, donc j'avais identifié que j'étais surprise, que j'étais agacée, et si je me relis à ok, mais pourquoi est-ce que je suis surprise? Eh ben parce que j'aurais un besoin de compréhension en fait, j'aurais besoin euh, que je sais pas, que j'aurais eu besoin, Sébastien, là, que tu te demandes ou que tu t'interroges sur pourquoi je suis en train de parler encore avec les stagiaires, parce qu'en fait, il le sait pas, mais les stagiaires, ils avaient besoin de moi, là encore, pour répondre à des questions, donc j'aurais eu besoin de vivre de la compréhension, et puis de la douceur aussi, je crois, parce que la façon dont la phrase a été formulée, là, pour moi, c'était pas assez doux. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je me sens heurtée et que je suis agacée, c'est parce que j'aurais eu envie, besoin de davantage de compréhension et de douceur. Et voilà, ça c'était le petit exemple qui nous concerne. Et là, je vous propose de reprendre la phrase à laquelle vous aviez pensé ou la situation à laquelle vous aviez pensé tout à l'heure. Donc vous aviez nommé l'émotion avec le baromètre de la colère. Maintenant, essayez avec cette liste-là que vous avez de besoins, cette liste réduite, essayez de trouver le besoin qui pourrait vous correspondre. Sachant qu'il y a peut-être un autre besoin qui va vous venir. Hein. Il y a peut-être autre chose. Là, c'est juste un extrait. Et puis, si vous le voulez, partagez-le dans le chat. Oui, ça peut être d'un mot, le besoin qui vous a animé à la phrase auquel vous avez réfléchi il y a quelques instants, si vous voulez nous le partager. Et sinon, Emmanuel, on pourra développer ensuite le temps que vous nous écriviez. En tout cas, merci pour les exemples que vous nous avez donnés. N'hésitez pas à mettre ce qui est là pour vous hein, dans le chat, ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez et quel est le besoin qui est derrière ça. Michel nous dit besoin d'écoute, par exemple, pour la situation qu'il a vécue. Emmanuel, c'est un besoin, ça, le besoin d'écoute. Bien sûr, tellement. Et Michel a bien écrit besoin d'écoute et non pas besoin que tu m'écoutes ou besoin qu'il m'écoute. Alors ça me sera pour moi l'occasion de faire un petit distinguo. Quand on essaie de se relier à ses propres besoins, l'idée c'est que ça commence par j'ai besoin de. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de respect. Et souvent, quand on commence une phrase par j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me soutiennes, et ben là, on parle plus vraiment de soi, on est en train de parler de l'autre. Donc, on risque de provoquer chez l'autre directement un agacement parce que l'autre risque de se sentir agressé. Et l'intérêt, en fait, d'arriver à se relier à son besoin, c'est que quand on prend conscience de ses propres besoins, on peut se rendre compte que quelqu'un d'autre pourrait, peut-être si c'est pas la personne qui est en face de nous, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait répondre à ce besoin. Donc est-ce que je peux reprendre l'exemple, Sébastien, de
de cette fameuse phrase que tu Oui. me dis en fin de formation. Est-ce que c'est OK pour toi si je dis que là, ton besoin, quand tu m'as fait cette phrase et je sentis l'agacement chez toi, là, de me voir papoter alors que tu rangeais, est-ce que tu aurais eu besoin de soutien dans le rangement de la salle C'est ça, après? exactement. Tout à fait. Ok, donc quand on identifie ça, si Sébastien, il identifie à ce moment-là que il aurait pu me dire j'ai besoin que tu me soutiennes, mais si c'est j'ai besoin de soutien, eh ben on peut imaginer que là on aurait pu solliciter l'aide d'un autre stagiaire par exemple, puisque moi j'étais occupée ailleurs, de dire j'ai besoin de soutien, est-ce que quelqu'un veut bien m'aider? Donc c'est pas la même chose de dire j'ai besoin que tu ou de dire j'ai besoin Hmm. de. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, j'aurais pu me dire j'ai besoin que tu me soutiennes ou besoin de soutien. Si tu n'es pas disponible alors que j'ai besoin de soutien, effectivement, ma stratégie va être différente. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est intéressant. Et Karine, salut Karine, nous a dit besoin de respect, fluidité et coopération. Et c'est intéressant de dire besoin de respect. C'est différent de besoin que tu me respectes. Donc c'est un besoin de respect en général. Et si la personne en face ne me donne pas le respect, ben peut-être qu'il faut que j'aille le chercher ailleurs ou peut-être que je peux aller me questionner moi-même et aller me donner ce respect moi-même, de la douceur à moi-même, parce que sinon on attend de l'autre quelque chose et là on change de stratégie, on revient dans un système de violence, d'attaque, contre-attaque on va dire. On va avoir l'occasion de développer tout ça parce que maintenant que tu nous as donné la clé, la base de la communication consciente et bienveillante, Emmanuel, cette façon de se questionner intérieurement, le sentiment, le besoin, qu'est-ce que j'en fais de ça une fois que je sais comment faire un peu d'introspection, comment je l'utilise? Alors déjà, l'un des principes de cette approche est que chacun, chacune, on est responsable de nos sentiments et de nos besoins. Cette façon de voir les choses, je vais le mettre au service du lien avec l'autre. La clarté chez nous, enfin je vais essayer de d'avoir de la clarté chez moi, et ce sera du coup beaucoup plus facile pour aller voir ce qui se passe chez l'autre. Donc c'est une façon de faire qui va être au service du lien. Une fois que j'ai identifié les besoins, je vais aller voir l'élan qui est en moi maintenant. C'est-à-dire une fois que, par exemple, Sébastien, quand tu m'as dit cette phrase et que je clarifie le fait que j'avais besoin de compréhension et de douceur, bah, je peux essayer de me poser la question, ok, quel est mon élan maintenant? Donc là, vous voyez sur l'image, hein, ces quatre étapes. On peut parler un peu des quatre étapes de la démarche. Hein, si je veux me relier à la situation, vous vous reliez à la situation de départ, celle que vous aviez prise tout à l'heure. Ok, quelle était la situation exactement, de façon très objective. Ensuite, comment je me suis sentie? Quelles sont mes émotions? De quoi j'aurais eu besoin? Vraiment profondément, j'ai besoin d'eux. Et éventuellement, à l'issue de ça, c'est est-ce que j'ai l'élan de quelque chose? Est-ce que ça me donne envie de faire quelque chose? Alors faire quelque chose, ça peut être aller vers l'autre, ou alors c'est des fois juste de faire cette clarté de soi à soi. On ressent pas le besoin après d'aller faire quelque chose. Hein. Avoir l'élan d'eux, ça peut juste être simplement on dit ok, j'ai identifié que ça m'a fait ça et je suis ok avec ça. J'ai pas forcément l'élan d'en faire plus. Merci Emmanuel. On reviendra, Alban, sur la question que tu évoques, sur la difficulté d'utiliser le terme respect, qui peut être vite mal reçu. On va aborder ça, on fera ça en fin du webinaire. On garde cette question. Merci de l'avoir posée. Évidemment, tout ce que tu décris là et cette démarche-là, c'est facile. Ça nous est facile de vous en parler. On pratique, nous, depuis longtemps et on a l'impression que c'est quelque chose qui est assez automatique. Mais vous pouvez vous dire que ça a l'air compliqué de faire ça aussi rapidement quand quelqu'un me dit quelque chose. Alors ça veut dire faut que je dise attends une seconde, je réfléchis, qu'est-ce que ça me fait, quel est le besoin derrière. Bien évidemment, c'est une démarche et ça s'apprend et on vous incite et on vous invite à vous entraîner, à vous former. C'est le but des formations, notamment celles que l'on vous propose. On vous en parlera dans ce webinaire. Si vous avez l'élan d'entrer en lien avec l'autre, c'est une démarche qui est douce, on va dire. C'est une démarche qui est utilisée depuis des dizaines d'années et c'est une façon
façon douce d'entrer en lien avec l'autre pour une meilleure communication. Donc c'est vraiment quelle est votre intention. Si l'intention c'est de pas faire la guerre et de pas se battre avec la personne qui est en face, on peut vous inviter à vous former, à explorer cette façon de faire et de travailler sur cette introspection d'abord. D'ailleurs, cette introspection, Emmanuel, on peut la faire n'importe quand finalement. Oui, d'ailleurs, c'est même souhaité, hein, c'est ce qu'on conseille souvent, cette introspection, c'est de s'entraîner à la faire quand on va bien. C'est comme d'apprendre à naviguer, on n'apprend pas à naviguer quand la mer est trop agitée. Bah là, c'est un peu la même idée, hein, c'est-à-dire que je vais plutôt le faire à des moments où je vais être tranquille. Et alors là, ce qu'on vous propose, on a mis la technique des 4 R, c'est un petit moyen mémotechnique, de dire, OK, de temps en temps dans ma journée, est-ce que je peux prendre le temps de ralentir un petit peu, de respirer pour me reconnecter à mon corps, de ressentir et de rechercher comment je me sens au niveau de mes ressentis corporels, de mes émotions et quel serait mon besoin. Mais ça, on n'est pas obligé de le faire quand ça va pas. Au contraire, pour que ça devienne naturel dans des situations tendues, dans des situations conflictuelles où on est activé, où on a envie d'aboyer, où on a envie de partir en courant, eh ben il faut déjà avoir pratiqué avant. C'est comme si vous pratiquez un instrument de musique. Ben d'abord, on s'entraîne à faire des gammes avant de jouer à un morceau d'un virtuose. Ben là, c'est pareil. Donc l'idée, c'est de s'entraîner à des moments, n'importe quand, dans la journée. Moi, je vous donne mon petit exemple de ce que j'ai fait moi au début où j'ai débuté la communication non violente. Je m'étais mis comme petit rappel à chaque fois que j'étais à un feu rouge, quand j'étais dans ma voiture, à chaque fois, j'avais ce réflexe-là de me dire, OK, je ralentis. Alors en général, je baissais les épaules parce que je sentais des tensions. Enfin voilà, j'essaye de respirer, de me demander comment je me sens. De respirer bien, de ressentir et essayer d'identifier l'émotion. Ok, comment je suis là? Et pour ça, la voiture, c'est pas mal parce que c'était très divers, mais je pouvais avoir autant. Ok, là, je sens que je suis nerveuse parce que j'ai besoin de respecter mes engagements. Et là, je sens que je suis à la bourre et que je risque de pas arriver à l'heure. Et voilà, c'est pour ça que je suis nerveuse. Puis une autre fois, toujours à mon feu rouge, je fais un scan et je me dis, voilà, j'ai plein de joie. Je suis même très excitée parce que je vais retrouver des amis que j'ai pas vus depuis hyper longtemps et que j'ai besoin de partage, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de fun et de lien. Voilà, et ça, vous pouvez le faire à plein de petits moments quand la mer est calme. Euh, voilà, ou alors a posteriori, si vous avez vécu un truc, une tension avec un membre de votre famille, et que vous y repensiez un peu plus tard, bah, essayez de vous dire, ok, waouh, là c'était pas cool, j'ai détesté ce moment parce que je me suis sentie comme ça et j'aurais eu besoin de ça. Merci Emmanuel. On vient de voir l'introspection et tu viens encore d'en parler. On vient de voir ce qui est présent à nous, dans notre intérieur. On parle de communication et on le dit depuis le début, on va voir des meilleures relations, comment établir une meilleure relation à l'autre. Donc dans les formations et dans ce que l'on apprend, on apprend cette partie-là, c'est une première partie, voir ce qui est là pour nous. Mais ce qui est peut-être un petit peu plus difficile d'accès, là, c'est d'aller voir ce qui est chez l'autre, ce qui est présent chez l'autre. Comment on va faire pour se relier à l'autre, surtout quand il est parfois, des fois, activé, voire en colère. Ah bah là, c'est toute la difficulté. En fait, quand une discussion ou une situation devient tendue, on a tendance à plus vraiment écouter l'autre. On est focus en fait sur ce que ça déclenche chez nous. Pourtant, on n'a pas de pouvoir sur ce que l'autre va nous dire. En revanche, on a du pouvoir sur la manière dont nous, on va entendre le message, dont nous, on va le recevoir et la manière dont on va réagir. Et ça peut déjà changer beaucoup de choses. Parce que souvent, quand quelqu'un nous reproche quelque chose, ou parle fort, s'énerve, ou claque la porte, il n'est pas forcément
en train de parler de nous. Il parle en fait de lui, de ce qui est sensible ou important pour lui à ce moment-là. Même quand il vous dit je veux que tu ou j'en ai marre que tu, en fait, il est en train de parler d'un besoin chez lui parce que lui, à ce moment, il a besoin de ça. Et ça, c'est déjà une première gymnastique à faire, c'est de se dire que l'autre, quand il est énervé, même si c'est vous qui l'avez énervé, il est en train de parler de lui. Du coup, une fois qu'on a pris cette conscience-là, au lieu de voir la réaction de l'autre comme un problème, comme une attaque ou un échec, on peut essayer de se demander, ok, qu'est-ce qui est peut-être vivant chez cette personne-là derrière sa réaction? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Parce que derrière la colère, le silence, l'agacement ou la fermeture, il y a souvent quelque chose d'important qui demande juste à être entendu. Merci pour la partie théorique et pour cet apport vraiment hyper intéressant, Emmanuel. On va vous proposer un petit exercice très concret. Vous allez voir comment ça marche et vous allez pouvoir l'expérimenter. Et on va afficher cette phrase. Imaginez que quelqu'un vous dise « De toute façon, avec toi, on ne peut jamais discuter ». Alors vous connaissez déjà la première étape. Imaginez que vous êtes la jeune fille. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Donc l'invitation, c'est comme tout à l'heure, devoir faire une petite introspection. Et là, on va vous demander de l'interaction. Mettez-nous juste dans le chat un mot ou deux. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous si quelqu'un vous dit « De toute façon, avec toi, on ne peut jamais discuter ». Mettez-y l'énergie. Mettez-nous juste dans le chat un mot ou deux. Oui, Manuel, on Pardon. a un petit retour, c'est rien. Donc, imaginez-vous cette phrase, elle peut être dite avec colère, elle peut être dite avec force, elle peut être dite avec douceur, hein, mais imaginez-vous cette phrase. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Un petit mot dans le chat, on attend vos réponses. Quelle est votre première réaction spontanée? Hilde nous dit « surprise ». Ok, de la surprise. On va attendre quelques autres réponses et Emmanuel, tu vas pouvoir nous dire en fonction des réponses des personnes qui sont là ce qui est là et ce qui est important. Voilà, on a de la surprise, de l'incompréhension, de la frustration, il y a de l'agacement pour certains. Alors là, ok. Donc là, vous êtes vraiment en train de parler de ce que vous ressentez. Mais la question, moi, que j'aurais envie de vous poser, c'est plutôt quelle est votre réaction? C'est-à-dire que là, Franck si dit par exemple de toute n'importe façon, quoi. Pardon Emmanuel, Franck dit n'importe quoi et quelqu'un dit agacement, injustice. Solène dit ça ne me donne pas envie de discuter. Ok. Ok, donc voilà, le ça me donne pas envie de discuter, hein, c'est une façon de se fermer. L'agacement, ça peut être, on risque fort de répondre, hein, on peut imaginer qu'on va répondre, surtout si on trouve ça injuste, ou se justifier, ou se défendre, ou renchérir, ou bien reprocher à notre tour en disant mais t'es gonflé, avec toi c'est pareil, voilà. En fait, ce que tu dis, Emmanuel, c'est qu'on voit très vite que la réaction, elle va directement vers nous et on n'est pas en train d'être en lien avec la personne quand il se passe quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, une fois que vous avez identifié un peu quelle serait votre réaction spontanée, la deuxième étape, ce serait sans être d'accord avec ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire qu'à aucun moment on est dans la validation de ce que dit l'autre. On n'est pas, on valide pas ce qu'il a dit ni la manière dont ça a été dit, sans être d'accord, essayez d'aller voir ce qui pourrait se passer chez l'autre quand il vous dit ça. Essayez de vous poser la question, donc en fait là c'est de l'empathie, hein, essayez de vous mettre en empathie et vous demander qu'est-ce que cette personne ressent peut-être quand elle dit ça. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle vit cette personne pour me dire ça? Même si vous trouvez que c'est hyper injuste et hyper indélicat, essayez de vous demander ok, qu'est-ce qu'elle vit cette personne, comment elle se sent et peut-être de quoi est-ce qu'elle aurait besoin cette personne qui me dit de toute façon avec toi on peut jamais discuter. Donc là l'invitation aussi c'est d'écrire encore dans le chat, d'imaginer, hein, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais imaginez. Donc ça peut commencer par elle se sent peut-être
Alors comment elle se sent peut-être cette personne qui dit ça? Et de quoi elle aurait besoin? Elle aurait peut-être besoin de... Voilà, vous pouvez faire des propositions de besoins de cette personne. C'est en fait ce qu'on fait ici, c'est pas d'excuser ce que fait l'autre, hein, de chercher à excuser ni à minimiser ce qu'il a fait, c'est pas ça. C'est simplement de déplacer notre attention, passer de mais qu'est-ce que ça me fait à moi à passer à qu'est-ce qui cherche peut-être à être entendu chez l'autre. On vous laisse quelques instants. On a déjà des réponses. Merci Hilde. Je vois que on a Aude qui a répondu, Jérôme, Alban, Muriel. On va vous dire quelques mots sur les retours que vous nous avez faits. Alors, Alban dit, il ne parvient pas à exprimer ce qu'elle veut me dire, ils ne se sont pas compris, pas écoutés, pas entendus. Effectivement, ça peut être quelque chose comme ça. Ils ne se sont pas Donc alors, écoutés. Oui, Emmanuel. pour revenir du coup sur ce que dit du coup Alban, si on peut imaginer que la personne ne se sent pas compris, pas écouté, donc on peut imaginer que la personne aurait besoin de compréhension dans ce moment-là ou qu'elle aurait besoin d'écoute, hein, si on le traduit en besoin. Et en fait, là, voilà, vous avez effectivement, il se sent incompris, donc il a besoin de compréhension. Il a besoin d'écoute et de reconnaissance, comme le dit Muriel. Ok, on peut imaginer ça. Il le dit, elle peut se sentir impuissante à se faire entendre ou comprendre. Elle aurait peut-être besoin d'espace et de temps pour pouvoir se dire. Ça marche très bien. Sentiment d'incompréhension et besoin d'être entendu, de tenir compte de ses besoins justement. Besoin d'écoute et de partage, nous dit Solène. Marie questionne, voilà, et intéressant Marie. On va revenir, alors il y a besoin de compréhension et d'écoute. Muriel dit, elles se sont peut-être incomprises, auraient besoin d'être écoutées et entendues. Besoin d'une écoute active, de juste recevoir ce qu'il ressent sans réagir tout de suite, Alban. En effet, elles se sont peut-être impuissantes, besoin d'écoute et de compréhension. Et dans les phrases, Marie dit, il faudrait peut-être lui demander pourquoi il pense ça. Qu'est-ce que tu penses de cette réponse, Emmanuel? Merci pour cette réponse qui est très intéressante. Alors évidemment, c'est une réponse qui montre que la personne là a elle besoin de clarté. Elle a un besoin de clarté, mais ça ne nous dit pas ce que l'autre peut vivre. Alors on n'est pas en train de dire qu'il faut pas poser de questions, c'est pas ça, hein. C'est simplement que faut avoir conscience que quand on questionne l'autre, on le questionne pour sa propre compréhension, mais pas forcément pour être en empathie pour l'autre. Donc ça, des fois c'est utile, des fois ça peut desservir en fonction de la situation, ça peut desservir le propos. C'est une façon de ne pas être vraiment à l'écoute. Et en fait, on va en reparler. Oui, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que l'idée, c'est de se mettre à la place de la personne, de ne pas faire de suppositions surtout, et de ne pas rentrer dans un système d'attaque et de défense. C'est vraiment de se dire, si elle me dit ça, c'est qu'il y a un besoin caché derrière ça. Quel peut être le besoin? Peut-être qu'on ne trouve pas le bon besoin, mais déjà de faire la démarche, de se dire ça, on essaye de se mettre dans les pantoufles de l'autre, dans les chaussures de l'autre, de mettre ses lunettes et d'essayer de voir pourquoi lui il est comme ça. Ça c'est important dans cette démarche, hein. Et ça veut pas dire être d'accord avec lui, Emmanuel, hein. Ah non, écouter l'autre, ça veut pas dire être d'accord. Ça veut pas dire que je valide ce qu'il dit. Écouter l'autre, c'est simplement se connecter à l'autre, à ses émotions, à ce qu'il ressent. C'est essayer d'entendre ce qui est vivant derrière ce qu'il dit. Donc là, vous avez, on reviendra. Merci de nous avoir répondu. C'est très intéressant. Chacun a une façon de faire, et en tout cas, vous avez compris le principe, c'est d'aller voir le besoin qui est derrière. Merci. En tout cas, on voit qu'il y a des gens qui ont l'habitude. Maintenant que vous connaissez globalement la démarche complète pour entrer en lien avec l'autre, avec empathie et bienveillance, est-ce que tu peux nous remontrer comment il est doux dans la façon de faire, d'être en lien d'abord avec soi et d'être en lien ensuite avec l'autre? Comment on pourrait résumer ça? Eh bien, on résume plus ou moins avec les étapes qu'on a vues tout à l'heure.
Donc si je reprends la phrase « de toute façon avec toi on ne peut jamais discuter », ben ça va répondre à la première question que vous voyez s'afficher, c'est quelle est la situation? La situation, c'est Bidule m'a dit « de toute façon avec toi on ne peut jamais discuter ». Deuxième chose, comment je me sens? Quand j'entends cette phrase, je suis agacée et surprise, par exemple. J'aurais besoin de comprendre et de justesse de délicatesse ou voilà, peu importe. En tout cas, là, vous parlez, vous êtes de votre côté, vous parlez de vous. Hein, ça, c'est de vous à vous. Et une fois que vous avez fait ce petit truc-là, ce petit scan corporel, c'est d'aller imaginer ce qui se passe pour l'autre. Donc la situation, c'est toujours la même. La situation, elle n'a pas changé. C'est toujours, de toute façon, avec toi, on ne peut jamais discuter. Mais je peux me demander comment l'autre se sent. Donc là, vous avez fait des propositions. L'autre se sent agacé parce qu'il a besoin d'attention ou besoin d'écoute. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est le même principe. Ce que je vais faire pour moi, le scan que je vais faire pour moi, puis ensuite je vais l'imaginer. Je vais imaginer ce que peut vivre l'autre. Et ensuite, en la dernière étape, éventuellement, ça peut être quel est l'élan. Est-ce qu'il y a l'élan de continuer la discussion? Est-ce qu'il y a l'élan de la différer? Est-ce qu'il y a l'élan d'aller chercher, enfin de pouvoir satisfaire son besoin ailleurs? Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'écoute. Hein. Souvent, je sais pas, on rentre du boulot, on a envie de partager un truc qui s'est passé d'important au boulot, et puis c'est peut-être à son conjoint ou à sa conjointe qu'on essaye de le partager. Et là, votre conjoint ou conjointe n'est absolument pas dispo pour le faire. Et pourtant, vous aviez vraiment besoin d'écoute à ce moment-là. Et ben, quand on a identifié que c'est un besoin d'écoute, peut-être que là, on peut se dire, ok, moi j'ai envie de la raconter, mon anecdote. Je vois que ça va pas le faire avec lui ou avec elle. Bah, peut-être que je vais appeler une copine ou un copain, et peut-être que je vais le raconter à une copine ou un copain. Voilà. L'élan, il peut être là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'élan, il n'est pas forcément de la personne A qui est en tension avec la personne B. L'élan, il peut être ailleurs. Ou alors, il peut être dans la discussion, dans le fait de vraiment prendre le temps de parler de soi et pour aller essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Pardon, Sébastien. Non, tu as tout à fait raison, pardon, c'est moi qui t'ai coupé. On a l'élan, c'est ça qui est important en fait, c'est l'intention qui est là, c'est-à-dire est-ce que je veux entrer en lien avec l'autre ou est-ce que je veux avoir raison. C'est vraiment ça la différence dans ce qu'on vous propose dans cette démarche et dans ce que propose la communication consciente et bienveillante, c'est vraiment quelle est l'intention derrière. L'idée, c'est pas de manipuler, c'est de pas faire entendre mes besoins pour que tu comprennes que j'ai besoin de moi-même je sais que j'ai besoin d'eux et si je trouve pas chez toi ça, ben peut-être qu'effectivement je peux aller le résoudre ce problème ailleurs ou me donner moi-même de la considération sans que tu aies besoin de m'en donner parce que j'ai identifié que c'était ça dont j'avais besoin. Après c'est des stratégies, on va rentrer dans des choses plus compliquées mais en fait ce qu'on vous dit c'est que la communication consciente et bienveillante comme la communication non violente, ça propose des repères, des outils en fait, c'est une manière de porter son attention qui transforme réellement la relation. C'est l'intention que nous mettons derrière les paroles. Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, il disait toujours, une de ses phrases préférées, c'était connect before correct. Ça veut dire que c'est le lien à l'autre qui est important. C'est-à-dire ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure, c'est peut-être compliqué à appréhender comme ça. C'est clair qu'il faut aller, si vous en avez l'élan, se former, apprendre à le faire. C'est pas évident. L'important, c'est l'intention. C'est est-ce que j'ai envie d'être en lien avec l'autre? Est-ce que j'ai envie de plus de douceur? Même si l'autre est énervé et ce qu'on vous apporte là, c'est de se dire l'autre n'a peut-être pas les ressources, mais moi parce que je me suis formé, parce que j'ai appris, je vais être capable d'accueillir ce qu'il a, ce qu'il est là pour lui, quel est son élan, de quoi ça parle, ce qu'il est en train de me dire et pourquoi il y a cet énervement. Donc ça demande une certaine posture, ça demande cet élan de vouloir effectivement changer les choses. Ce qui apaise les relations, en fait, ce n'est pas une phrase bien dite, c'est cette intention de rencontre sincère à l'autre. Et c'est peut-être là que commence réellement la communication. Merci. Et j'aurais eu envie de rajouter quelque chose par rapport à cette intention dont tu parles là, de dire que si vous avez envie, par exemple, de pratiquer la communication consciente et bienveillante ou communication non violente, mais que votre intention, elle est de faire à l'autre ce que vous voulez.
Si votre intention, elle est de changer le comportement de l'autre, alors là, on n'est déjà pas dans l'intention de la communication non violente. C'est-à-dire que dans la communication non violente, on essaye de prendre en compte ses besoins, ses propres besoins et les besoins de l'autre, et de voir comment les besoins de l'un et de l'autre peuvent se rencontrer et être doux pour tout le monde. En fait, l'idée de Marshall Rosenberg, c'était d'imaginer un monde dans lequel les besoins de tout le monde soient satisfaits. Donc c'est certainement pas une façon d'être au monde qui nous fait avoir du pouvoir sur l'autre. C'est avoir du pouvoir avec l'autre. Comment, en prenant soin et de moi et de l'autre, on peut être plus fort ensemble. Et souvent, on croit communiquer parce qu'on parle, mais se sentir réellement entendu, c'est encore autre chose. Et quand cette intention de rencontre est là, alors notre manière d'écouter, ça change aussi. On n'écoute plus seulement pour répondre, pour convaincre ou pour réagir. On écoute pour comprendre ce qui est vivant chez l'autre. Et ça, on va dire que c'est une partie importante aussi. La troisième partie, c'est cette écoute empathique. Je fais juste une parenthèse. Hilde, vous avez posé une question et on va y répondre juste dans quelques minutes à la fin de ce webinaire, parce qu'elle est très intéressante. Pour être vraiment en empathie avec l'autre, donc il est nécessaire d'aiguiser une compétence essentielle qui est l'écoute. Est-ce qu'on sait vraiment écouter ? Est-ce que vous quand quelqu'un vous parle, vous êtes capable de ne rien dire et de rester pendant 2, 3, 4, 5 minutes à écouter la personne sans vouloir répondre ? Très souvent, quand quelqu'un nous parle, on est déjà en train de préparer une réponse, on est déjà en train de faire une analyse, on a peut-être envie de donner un conseil, d'avoir une réaction. Et sans s'en rendre compte, en fait, c'est un obstacle à la communication. On empêche l'autre de développer vraiment ce qu'il souhaite dire, voire même on l'empêche de ressentir, parce que le fil de la parole, il n'est pas organisé, ça se fait, vous le savez très bien, automatiquement. Donc en coupant cette fonction automatique, on empêche l'autre d'être vraiment qui il est. Donc ça, c'est un des grands principes. Dans nos formations, on travaille beaucoup cette qualité d'écoute, cette écoute empathique, et c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Pourquoi, Emmanuel ? Alors, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été habitué à ça. Hein. On évolue dans un monde où on écoute pour répondre la plupart du temps. Répondre pour donner son avis, pour interpréter, pour parler de soi, pour donner des conseils, pour solutionner. Alors que parfois, ce qui est le plus aidant, c'est simplement de permettre à l'autre de se sentir entendu. Alors, pour expérimenter un petit peu ça, cette écoute, on va vous mettre une nouvelle phrase. Imaginez que quelqu'un vous dit « j'ai pris 3 kilos ». Donc là, vous pouvez imaginer, peu importe la personne, vous prenez la situation. Quelqu'un vous dit « j'ai pris 3 kilos ». Spontanément, sans filtre, qu'est-ce qui vous vient ? Quelle est la phrase qui vous vient, la réaction, le conseil, la pensée intérieure? Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat et évidemment ne vous censurez pas. Il n'y a toujours pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qui vous vient quand quelqu'un vous dit « j'ai pris 3 kilos » ? Quelle serait votre réaction ? On vous laisse quelques instants avec des petits bruits d'oiseaux qu'on entend. Je ne sais pas si c'est chez moi ou chez toi, Emmanuel, mais c'est très agréable. Ça fait une petite musique d'attente. C'est pas ici. Donc, quelqu'un vous dit j'ai pris 3 kilos. Qu'est-ce qui vous vient ? Quelle phrase, quelle réaction, quel conseil, quelle pensée intérieure pour vous ? Il y a un petit délai entre les réponses et ce qu'on vous a affiché. Parce qu'il y a, pour vous donner les détails techniques, le stream, il y a un petit décalage de quelques secondes. Donc on attend vos réponses. Voilà, les réponses, elles commencent à arriver. Alors, quelqu'un dit « Ah bon ?» Hilde dit « Ah bon ?» Jérôme dit « Tu as de la chance ». Régine dit « Oui, et alors ?» Marie dit Alban dit tu es préoccupé en ce moment. Antoine qui dit comment c'est pour toi d'avoir pris ces kilos. Antoine formé à la communication non violente, ça se sent. Michel dit j'entends que tu aurais besoin de prendre conscience de ton corps. Astrid, bonsoir. Astrid dit et alors comment tu te sens?
on voit qu'il y a plein de réponses différentes. Et vous voyez comme, et je vais prendre l'exemple de Jérôme ou celui d'Alban, on voit que on a envie de rassurer, de relativiser, de conseiller, d'expliquer, d'interpréter. Et pourtant, à ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce que vit cette personne. Tu vois, Jérôme, quand tu dis tu as de la chance, tu vois, c'est un jugement positif. Hein, je vois que tu as envie de l'encourager, mais est-ce que c'est ça vraiment qu'elle ressent, cette personne? Peut-être qu'elle souffre. Peut-être que finalement elle s'en moque, peut-être qu'elle a peur, ou peut-être qu'elle cherche juste à être entendue. Donc avant de répondre, et c'était le petit exercice, hein, on vous a mis là dans l'entonnoir de la réponse obligatoire, quelqu'un dit ça te fait quoi? Mélanie demande et cela te préoccupe. Karine dit j'aurais tendance à vouloir te rassurer, bref à ne pas l'écouter. Et oui, on aurait tendance à faire ça. Et Franck dit moi aussi, on attaque la muscu ensemble. Merci pour vos réponses. Donc avant de répondre, il y a donc quelque chose de précieux. C'est ce qu'on veut vous faire passer ce soir, c'est accueillir. Oui, parce que au fond, l'écoute empathique repose aussi sur une confiance. C'est la confiance que l'autre possède en lui les ressources, surtout lorsqu'il se sent pleinement entendu et reconnu dans ce qu'il est en train de vivre. Souvent, ce qui apaise profondément une personne, c'est pas qu'on la rassure, c'est pas qu'on règle immédiatement son problème, c'est de sentir ce que je vis, enfin ce que tu vis, pardon, ça a de la place chez moi. Ce que je vis, ça a de la place chez l'autre, que ce soit vraiment pris en compte. Hein, parce que si on reprend l'exemple des 3 kilos, j'ai pris 3 kilos, il peut y avoir plein de choses derrière. Hein. On peut être inquiet parce qu'on ne sait pas pourquoi, on peut être agacé parce qu'on sait pourquoi et que ça nous saoule. On peut au contraire être content parce que ça fait on souffre enfin on n'a pas assez on a du mal à prendre des kilos et d'en prendre. Enfin il peut y avoir plein de choses derrière. Et chercher à rassurer quelqu'un et de dire non mais ça te va très bien. C'est quelqu'un qui s'aime pas, peut-être avec ses 3 kilos en plus, ça va peut-être le calmer pour 1 heure ou 2, mais il va se revoir dans la glace, il va revoir ses 3 kilos, il s'aimera toujours pas. Alors que peut-être de le laisser vraiment dérouler, de se dire ok, laisser dérouler, de voir comment il se sent, qu'est-ce que ça fait pour lui, est-ce qu'il est préoccupé par ça, et peut-être que ça va laisser naître un élan. Et la personne elle-même, elle va peut-être avoir l'élan de se dire ok, je vais me mettre à faire ça, ou je vais arrêter de manger ça, ou je vais changer de garde-robe, ou je ne sais quoi. Effectivement, et Muriel l'a dit par exemple, ça te va bien. Tu vois, c'est un jugement positif. Muriel, on voit que ça encourage la personne, mais est-ce que c'est à ce moment-là, c'est de ça dont elle a besoin? On n'en sait rien. Donc l'invitation, c'est quand quelqu'un vous dit j'ai pris 3 kilos, et peut-être que sa phrase s'arrête là, juste l'inviter à dire dis-moi en plus, ou je t'écoute, je suis à ton écoute, et donc d'écouter simplement et de la laisser dérouler sans interagir, sans vouloir effectivement la rassurer, la consoler, lui donner des conseils, etc., qui est vraiment un obstacle à la communication. C'est ça qu'on veut vous faire passer ce soir aussi et qui est important dans la communication consciente et bienveillante. Voilà, dans tout ce qu'on vous a partagé, vous avez une base. Hein. On a abordé les 3 aspects, l'écoute empathique, on a abordé l'intériorisation pour soi quand quelqu'un nous dit quelque chose, et puis aller voir ce qui est là pour l'autre. On va dire que vous avez une nouvelle façon de faire pour entrer en lien avec l'autre. Et donc on voudrait vous inviter avec Emmanuel à une petite expérience à nouveau. C'est à tout début de ce webinaire, on vous a proposé une question que voici. La question c'était quand une discussion devient tendue, quelle est votre tendance spontanée? Tout à l'heure, vous avez répondu à cette question. Vous avez peut-être dit je me tais ou je me ferme. Vous avez peut-être dit j'essaye de m'expliquer. Vous avez peut-être dit je monte vite en tension. Je préfère éviter ou partir. Je fais comme si ça allait. Ça, c'était tout à l'heure ce qu'on vous proposait. Et puis là, on a rajouté 2 points. Qu'est-ce que vous feriez quand une discussion devient tendue? Quelle est votre tendance spontanée? Est-ce que ça serait ralentir, respirer, ressentir, rechercher pour voir ce qui se joue en moi? Ça, c'est le point 6. Et le point 7, je vais d'abord être en empathie avec l'autre. Alors maintenant qu'on vous a donné tous les trucs et les astuces, et en tout cas on vous a donné quelques clés de communication consciente et bienveillante, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Dites-le nous, mettez juste le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour qu'on puisse réagir. Quand une discussion devient tendue, quelle est votre tendance spontanée? Et Jérôme, on répondra également à la question après sur le contexte de la phrase précédente. Karine
et Hilde nous disent le point 6. Michel dit 6 et 7. Et si vous avez encore l'élan de répondre encore quelques instants. Franck nous dit 6. Je crois que Emmanuel, on peut dire qu'on a bien travaillé ce soir, on a bien fait passer le message. Chouette. En tout cas, si déjà c'est votre élan, c'est-à-dire que ce sera peut-être pas encore votre réaction spontanée, mais si déjà vous avez mis de la conscience là-dessus et de se dire que votre élan, ce serait ça. Ce serait dans une situation difficile, de ralentir, respirer, ressentir, même si évidemment, ce sera peut-être difficile de le faire au début, mais ouais, c'est chouette de voir que vous avez l'élan. Et puis pour ceux qui ont mis 7, alors être d'abord en empathie avec l'autre, nous, c'est pas ce qu'on propose de faire. C'est quand même toujours d'abord de se connecter à soi, et ça va devenir très rapide. Ça peut prendre, avec de la pratique, ça prend un fragment de secondes. Mais d'aller trop vite en empathie avec l'autre, on risque de se déconnecter un petit peu de ce qui est important chez soi. Alban dit que c'est un peu biaisé, on sait que les bonnes réponses sont 6 et 7, évidemment Alban, c'était un petit test pour vérifier, quand même que on explique bien que c'est 6 et après 7, comme le dit Christelle, on voulait vérifier que ça soit bien acquis, et Antoine qui dit 1 ou 4, effectivement Antoine, même si tu as fait de la CNV, peut-être il faut aller voir ce qui est là pour toi, si ça fait encore ça, même après le webinaire. Merci en tout cas pour les réponses. Emmanuel, de toute façon, la communication consciente et bienveillante, c'est pas une formule magique. Ah non, ça c'est sûr. Et surtout, ça ne se réduit pas à une manière de parler. On peut utiliser les bonnes tournures, les bons mots, les bonnes phrases et passer quand même à côté de ce qui est vraiment important. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'intention. Et est-ce que je cherche à avoir raison? Est-ce que je cherche à convaincre? Est-ce que je cherche à me défendre? Ou est-ce que je cherche à comprendre ce qui se passe chez moi et chez l'autre? Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que j'essaye de me dire, OK, j'ai envie que ce qui est vivant chez moi existe, là, mes besoins, je veux qu'ils soient satisfaits, mais pour moi, c'est important aussi que chez l'autre, ça le soit aussi. Là, on parle surtout de relations qui comptent quand on est en relation avec quelqu'un, que ce soit des proches ou un voisin, des gens avec qui on doit être en relation. Mais si on a envie de prendre soin de ce lien, non, ça c'est dans la qualité de la présence. Et c'est une pratique qui est vraiment progressive. C'est-à-dire que là, même si on vous a donné peut-être des petites choses, et ça va déjà éventuellement transformer des toutes petites choses, mais ça se fait petit pas par petit pas, et petit pas par petit pas, ça peut vraiment modifier la qualité des échanges dans le couple, en famille, au travail, dans les équipes, dans le voisinage, dans les collectivités et que sais-je. On a encore 2 choses à vous partager. Restez avec nous encore quelques instants et on va répondre aux questions après ces 2 choses. La première chose que j'ai envie de vous partager et ce qu'on a préparé avec Emmanuel, c'est on a créé une roue relationnelle. Regardez le site, c'est sur le site être-humain.fr/roue. On mettra dans les commentaires le lien, vous pourrez cliquer dessus. C'est une roue relationnelle, c'est un petit test à faire. Si vous en avez envie, vous pouvez prendre un petit moment pour faire votre roue, tester où vous en êtes de la relation à vous-même, de la relation aux autres, de la relation aux collègues. Il y a 12 questions, c'est assez rapide. Et ensuite, ça va créer automatiquement un graphique sous forme de roue. Si ça fait une vraie roue bien ronde, comme une roue de voiture, c'est que ça roule bien pour vous, les relations. Mais si la roue, elle est un petit peu tordue, un petit peu dans tous les sens, ça fait comme dans une roue un peu crevée ou un peu cabossée dans une voiture, c'est que la voiture, elle va avoir du mal à avancer. Donc ça signifie peut-être que dans vos relations, il y a des choses encore à aller voir. En tout cas, c'est une manière simple de continuer à observer ce qui se passe en vous, de repérer les endroits où il y a peut-être besoin de plus de clarté, de lien, de repos, de reconnaissance ou de soutien. Et puis, oui, Emmanuel. Oui, et j'avais juste envie d'ajouter, ne le faites pas maintenant. Tout à fait. Prenez le temps là de rester avec nous dans les quelques minutes qui restent, gardez juste le lien et faites-le tranquillement tout à l'heure ou demain Voilà, pour exactement. encore bien savourer les dernières choses qu'on a à vous partager. Bien évidemment, et on le mettra dans les commentaires. Donc vous pourrez cliquer sur le lien une fois qu'on aura fini le webinaire et vous pourrez cliquer directement sur le lien sans avoir à le noter. Et Jérôme, on va répondre à ta question également.
évidemment. Et puis, une toute dernière chose, avant de répondre aux questions, pour vous dire que là, on vous a donné un avant-goût et on a été très vite. Ce que l'on partage là, c'est quasiment 2 jours de formation, normalement, dans un premier module. Et nous, on a des prochaines formations à vous proposer. La prochaine, c'est au mois de juillet. Alors, l'avantage, c'est que c'est sur 4 jours, donc ça va être assez intensif. C'est dans un lieu magnifique près de Strasbourg. C'est chez Emmanuel. On voit l'atelier dans lequel elle est. C'est un endroit qui est plutôt très chouette avec beaucoup de verdure autour, un canal. Vraiment, c'est un endroit très chouette. Donc, si vous voulez venir du côté de Strasbourg, c'est du 7 au 10 juillet, 4 jours intensifs. C'est vraiment hyper intéressant de le faire ça sous ce format-là. Ou si vous préférez, on a aussi 4 week-ends qu'on propose en automne, au mois de septembre, novembre, 3 week-ends, pardon, 3 week-ends, 3 fois 2 jours, septembre, novembre et décembre. C'est peut-être plus facile pour les gens qui travaillent. Et pareil, c'est au même endroit, cet endroit magnifique près de Strasbourg. Donc on vous mettra les mails dans quelques instants. Vous avez également le site Atelier Trait d'Union ou Être Humain. Vous avez toutes les infos sur les réseaux sociaux, etc. Emmanuel, je te propose qu'on réponde avant de terminer ce webinaire aux différentes questions. Je vais commencer par la dernière, celle de Jérôme qui dit « Ne faut-il pas être 2 pour que cette communication puisse se mettre en place si je suis seul à faire la démarche et que l'autre refuse ?» Merci, super question. Et alors, si on devait attendre qu'on soit toujours tous d'accord pour aller vers le même type de communication, malheureusement, on n'avancerait pas. C'est notre croyance. En fait, évidemment, c'est plus simple. Par exemple, si vous avez envie de venir en formation en couple ou avec un collègue, c'est sûr que si vous êtes 2, vous allez être 2 à tester cette nouvelle façon d'être en relation à l'autre, et ça, c'est top. Mais si vous êtes seul à le faire, au début, c'est sûr que c'est pas facile, et c'est pour ça qu'on conseille de s'entourer de gens pour pratiquer, de pas rester tout seul. Mais après, à partir du moment où vous allez changer, et où vous allez être en capacité de faire cette clarté chez vous et d'être en empathie pour l'autre, ça va par ricochet infuser et ça va faire bouger des choses chez l'autre. Dans un système, on le voit, dans n'importe quel système, qu'il soit familial, collectif, quand il y a une personne qui bouge dans le système, il y a tout le système qui bouge. Donc quand il y a une personne qui bouge en bien, j'ai envie de dire, enfin qui bouge vers de l'ouverture, et petit à petit ça va prendre du temps, et puis c'est pas toujours confortable et ça peut être des fois très agaçant et on peut se sentir seul, mais ça fait bouger les choses et ça fait bouger les choses vers le haut. Et je pourrais rajouter également, Emmanuel, dans ce que tu dis, Jérôme, dans la démarche, imagine que tu es quelqu'un d'activé en face de toi, effectivement, alors je te tutoie, Jérôme, parce qu'on se connaît, mais c'est pour le signaler aux autres personnes qui nous regardent. Si j'ai une personne en face de moi qui est activée et qu'elle ne fait pas de communication consciente et bienveillante, si elle est en train de me crier dessus ou qu'elle me reproche des choses, c'est ma posture, en fait, qui est la plus importante. Donc c'est moi qui suis formé et c'est moi qui vais être dans cette écoute-là. Donc elle n'a pas à savoir ce que je fais et je vais pas lui dire ne bouge pas, je fais de la communication consciente et bienveillante. C'est un process qui est valable pour moi. Donc en fait, c'est moi comment je me mets en lien avec elle. On parlait de l'intention. C'est-à-dire que cette intention-là me permet d'être plus à l'écoute de ce qu'elle vit. En fait, elle est en train, c'est le process qu'on vous a expliqué, elle est en train de m'aboyer peut-être dessus. Donc je regarde ce que ça fait en moi. J'essaye de voir quel est le sentiment, quel est mon besoin. Et puis ensuite, je me mets directement dans ses chaussures et de me dire, ah ouais, elle est en train de vivre ça. Ah ouais, peut-être qu'elle me reproche ça parce qu'elle aurait besoin de ça. Et donc, quand j'ai identifié le besoin qu'elle ne m'a pas dit, mais je peux lui dire « Ah, mais en fait, tu aurais besoin que je t'écoute ou tu aurais besoin d'écoute, tu aurais besoin de collaboration, tu aurais besoin de ça. C'est ça qui est là pour toi ?» Et bien, de faire ça, en fait, ça va calmer la personne parce qu'elle va être rejointe sur ses besoins. Et elle n'a pas besoin de savoir que j'utilise une façon de faire, que je suis dans un paradigme qui a changé. Donc, c'est ça la force de cette communication consciente et bienveillante, c'est que ce n'est pas un process, c'est pas une façon de parler à l'autre où il faut qu'on ait tous les deux les mêmes codes. C'est que j'ai appris à le faire et je peux être à l'écoute pleinement de l'autre personne, de voir ce qui est là pour elle, et ensuite je peux entrer en lien avec elle et donc ça apaise la relation. C'est ça qui est important aussi. Merci Jérôme pour cette question. Et Alban, peut-être tu vas pouvoir répondre à Alban. Emmanuel, comment faire dans un échange pour ralentir? Il n'est pas forcément possible de prendre ce temps, sauf à interrompre le dialogue.
Oui, merci Alban. Eh ben ouais, c'est tout à fait juste. Comment prendre le temps pour ralentir? Alors, des fois, enfin, des fois, c'est s'extraire de la situation. Ça peut être une façon de faire. Des fois, ça peut être de le dire, hein, de dire, OK, je prends un temps pour respirer. Moi, il y a une technique qui marche bien, c'est, je vais aux toilettes, je reviens. C'est-à-dire de trouver en fait un petit truc qui va faire qu'à un moment donné, waouh, au lieu de rentrer tout de suite dans l'agressivité, c'est prendre du recul et des fois une respiration ça suffit. Hein. Des fois en fait cette microseconde là qui est hyper importante et c'est souvent à cet endroit-là qu'on vrille, qu'on switch et hop on est dans la réaction. Et la CNV ou la communication consciente et bienveillante, elle essaye de nous apprendre, mais c'est la pratique. Il y a que la pratique, il y a la pratique qui va faire qu'on arrive à mettre un petit temps d'arrêt. Juste ces petites secondes d'arrêt qui vont juste nous permettre soit d'avoir les ressources à l'intérieur pour répondre, soit pour se dire ok là je sens que c'est juste pas le moment. Parce qu'on sait aussi au niveau du fonctionnement du cerveau que quand on est trop activé, des fois c'est pas du tout le moment de vouloir régler des choses et qu'il vaut mieux prendre du recul et y revenir à tête reposée ultérieurement. J'espère que ça répond à ta question, Alban. Merci Emmanuel. Hilde, est-ce que vous voulez bien remettre votre question parce que je vois qu'elle est, j'ai pas récupéré la question, ça a défilé trop vite et je me rends compte que j'ai perdu la question de tout à l'heure. Donc si vous avez une question qui est importante, n'hésitez pas à la remettre maintenant. Il y avait Alban et Hilde qui posaient une question. Oui, voilà, Hilde dit qu'en CNV, le point de départ, c'est l'auto-empathie qui peut se pratiquer seule ou dans une relation. Tout à fait, hein, c'est l'invitation aussi de cette introspection, c'est-à-dire que voir nos propres besoins et y répondre pour nous-mêmes. Hein, c'est important d'être à l'écoute tout d'abord de ce qui se joue en nous. Hein. Emmanuel, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Hilde a utilisé du coup le terme d'auto-empathie qu'on utilise nous souvent. Là, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est vraiment ce qu'on a fait dans les premiers exercices, c'est-à-dire de l'empathie qu'on donnerait à l'autre, on se la donne à soi-même en essayant de se connecter à ce qui était important, à ce qui est important pour nous. Et je vois que Jérôme répond à Mélanie, et je comprends maintenant ta question, Jérôme, qui dit « Une personne peut aussi se bloquer avec la question « Comment tu te sens ? De quoi tu as besoin ?» Parce qu'elle est invitée à parler d'elle et elle peut refuser. Et tu as tout à fait raison. Et c'est justement une petite nuance. C'est qu'on ne va pas, parce que c'est le process, et on va dire que c'est en tout cas quelque chose qu'on répète en formation, et c'est sous forme d'exercice, mais on ne va pas faire ça à quelqu'un qui ne pratique pas, et on va éviter de lui dire comment tu te sens, de quoi tu as besoin, parce que c'est, j'allais dire, même quasiment, ça peut être manipulateur de poser cette question, parce qu'on va trop titiller la personne à ce niveau-là. Donc en fait, c'est à nous d'accueillir ce qui est là pour l'autre en imaginant ce qu'elle peut vivre et en lui proposant quand tu me dis ça, c'est de soutien dont tu as besoin. Quand tu me dis ça, c'est tu t'as l'air agacé, c'est parce que tu as besoin que je d'écoute, tu as besoin de compréhension, tu as besoin de clarté. Donc c'est plutôt ça, c'est nous-mêmes qui sommes formés, qui allons proposer, et même si on se trompe, c'est pas très grave parce que l'autre personne pourra rectifier. Ah non, c'est pas de ça dont j'ai besoin, moi j'aurais plutôt besoin de ça. Ah ok, t'as besoin de ça, merci de me le dire. En fait, l'idée, c'est de pas manipuler l'autre, Jérôme, c'est pas d'essayer de lui mettre le point sur ah bah t'as besoin de ça, c'est plutôt d'être dans cette compréhension du besoin et non pas pour l'utiliser contre la personne, mais plutôt pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre et comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, c'était très complet, merci. J'ai une question au niveau expression. Ah oui, voilà, c'était « Elle ne se sent pas écoutée, il ne s'agit pas d'un sentiment ». On est tout à fait d'accord. Emmanuel. J'ai pas compris, pardon. Il dit, au niveau de quand on dit d'une personne, elle ne se sent pas écoutée, et dit, il me semble qu'il ne s'agit pas d'un sentiment.
c'est effectivement le cas. Ne pas se sentir écouté, c'est pas un sentiment. On ne dit pas se sentir. En fait, c'est un défaut de vocabulaire. Quand je me sens comme ça, on parle de ressenti normalement. Et quand je ne me sens pas écouté, c'est effectivement pas un sentiment, Emmanuel. Une clarté là-dessus? Oui, et c'est ce qu'on appelle aussi, Marshall Rosenberg, il appelait ça les évaluations masquées ou les faux sentiments ou les demi-sentiments en fonction des formateurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression de parler de soi alors qu'en fait on va parler de l'autre. Je me sens pas écoutée par toi. C'est un peu la même chose avec quand on dit je me sens trahi, je me sens abandonnée. En fait, c'est pas vraiment des sentiments. Ça commence par je me sens, mais en fait ça parle de l'autre. C'est je me sens trahi par toi, je me sens abandonnée par toi. Et l'idée là, c'est de se demander, ok, mais quand je me sens trahi, comment je me sens? Ah ouais, si je me sens trahi, je suis triste. C'est de la tristesse que je ressens ou de la colère, par exemple, d'accord? C'est-à-dire que derrière ce je me sens, et c'est un des travers quand on débute la CNV et la communication consciente et bienveillante, on tombe dans ces panneaux-là parce qu'on se dit pourtant je lui ai dit, je me sens méprisée, j'ai parlé de moi, je me sens méprisée, et l'autre ça l'a énervé. Oui, parce qu'en fait, en disant je me sens méprisée, ben t'as parlé de lui, je me sens méprisée par toi. Et donc la gymnastique à faire dans sa tête, c'est quand je me dis qu'il me méprise, comment je me sens? Je me sens vraiment triste ou je me sens vraiment dégoûtée. Enfin, je sais pas, voilà. Et après, je reviens à moi. Donc merci pour cette précision, Hilde. Et ça, c'est des choses qu'on a choisi de pas aborder là dans le peu de temps imparti, hein, parce que ça fait partie des subtilités et de toute la richesse de ce qu'il y a à explorer quand on a des temps plus longs de formation. Et une petite dernière remarque. Merci Jérôme de dire que effectivement tu trouves la nuance fine entre écoute, question et manipulation, et c'est d'où le fait que c'est pas un outil que l'on apprend dans des livres, c'est pas un outil qu'on apprend en regardant des podcasts, en écoutant ou même en regardant un webinaire. On vous donne juste l'envie de venir expérimenter en réel. Il faut être confronté à d'autres individus, il faut pouvoir justement expérimenter la colère de l'autre, expérimenter la tristesse de l'autre, des autres humains qui nous entourent. Voilà, c'est une vraie expérience humaine. On vous invite vraiment à aller vous former en réel, en présentiel. Il y a de plus en plus de vidéos, il y a de plus en plus de chaînes YouTube, il y a de plus en plus de podcasts. Ça ne suffit vraiment pas pour être dans ce lien humain, parce qu'effectivement, on peut vite tomber dans la manipulation ou dans ne pas savoir faire et dire « Ah ben ça marche pas ». Mais évidemment, ça marche pas parce qu'on n'a pas vraiment expérimenté. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de changer de lien, de vie, de relation à l'autre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour soi. En tout cas, si vous en avez l'élan, c'est à tester. Et puis une dernière chose, Alban dit parfois c'est tellement confus qu'on n'est pas forcément capable d'imaginer. Il faut être reposé pour y parvenir, c'est sûr. J'ai déjà posé cette question et la personne réagissait assez vivement car c'était assez inhabituel, mais ça a permis de mettre des mots malgré tout. Car même si l'autre n'est pas habitué à demander le besoin de l'autre, n'est pas manipulateur, si ça vient d'une personne bienveillante, on est effectivement d'accord avec ça, Emmanuel. Et je te propose que tu nous fasses un petit dernier conseil pour avant de finir ce webinaire, pour peut-être donner un conseil si une tension apparaît. Comment peut-on se relier à soi, à l'autre? Ben, la prochaine fois, et là tu veux mettre la dernière image, je pense, la prochaine fois qu'une tension apparaît, on vous propose simplement d'essayer, donc comme on l'a dit, de ralentir. Et avant de répondre trop vite, ben, d'essayer de répondre plus ou moins à ces 4 questions-là. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et comment est-ce que je pourrais le formuler à l'autre si j'ai envie de le formuler? Alors c'est les mêmes 4 étapes. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est la situation. Qu'est-ce que je ressens? C'est mes émotions, mes ressentis. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quels sont mes besoins et comment est-ce que je pourrais le formuler à l'autre? Voilà. Merci. Et est-ce qu'on a le temps, Sébastien, pour la petite question de clôture? On peut demander aux gens si, bien sûr, on peut faire. On a débordé largement, mais si tu veux faire une petite dernière question, allons-y.
Allez, pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout. Et pour clore, comme on a commencé, donc on commence ensemble en formation, on est ensemble avec cette météo pour savoir avec quoi on vient. Et en général, on fait la même chose avant de sortir. Avec quoi est-ce qu'on repart là, tout de suite maintenant, comment vous êtes là maintenant et avec quoi vous repartez. Et donc, si vous avez envie en un mot, une phrase ou une prise de conscience que vous avez envie de partager dans le chat, si vous gardez une petite chose, même si c'est toute petite prise de conscience ou une toute petite intention, un petit pas que vous avez envie de poser, et si vous voulez bien le marquer dans le chat, à la fois c'est éclairant pour nous de voir ce qui ressort. Pour vous, c'est une façon aussi c'est comme une intention que vous allez poser, ça va ancrer. Et puis pour les autres qui vont relire peut-être les réponses, c'est une façon de réactiver en mémoire et de se dire ah oui c'est vrai j'ai oublié, il y avait aussi ça. Donc voilà, si vous voulez bien nous marquer un mot, une phrase, avec quoi est-ce que vous repartez ce soir, quelle prise de conscience vous gardez peut-être ou vous avez eu, on l'espère, ce soir. Et si vous nous regardez en replay, pas en direct en tout cas, vous pouvez le mettre dans les commentaires sous la vidéo, bien sûr, c'est possible et ça sera très utile. Merci beaucoup Emmanuel pour ta présence, merci à tous de nous avoir suivis, pour vos attentions, pour vos partages. Si vous avez des questions même ultérieures, on va afficher les emails de chacun dans quelques instants. Vous pouvez aussi mettre dans les commentaires et on répondra. Merci Muriel de participer, de nous faire part que tu étais beaucoup plus sereine. Merci à tous pour vos retours. Nous espérons que cette introduction vous aura donné envie d'expérimenter ne serait-ce qu'une petite chose dans vos échanges du quotidien. Peut-être l'écoute empathique, pourquoi pas, peut-être l'introspection vers vous, ou peut-être essayer de voir ce qui est là chez l'autre. En tout cas, la communication consciente et bienveillante, c'est un chemin. Ce soir, nous avons simplement ouvert une première porte. Merci à tous. Vous avez ici nos sites respectifs. Venez vous former à la communication consciente et bienveillante. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Et si vous avez envie d'avoir des nouvelles de temps en temps, vous pouvez aussi écrire votre mail, nous envoyer votre email et on vous inclura dans nos mailing lists. Merci Emmanuel. Merci à tous. Merci Sébastien, merci à tous et au plaisir de se retrouver ici ou ailleurs. Merci. C'est très heureux d'être avec toi pour ce webinaire. C'était une première et on espère en faire plein d'autres. Merci Emmanuel, à très bientôt. Merci à tous, très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis.